Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci de venir. Alors je vois que vous êtes nombreuses et nombreux, merci. Pour le nouveau roman de Michel Bussy, on l'a trouvé plutôt joli, comme d'habitude aux presses de la Cité. Il est paru au mois d'octobre, si je me rappelle bien, donc il y a un gros mois. Comme souvent, le titre est issu d'un refrain ou d'un couplet d'une chanson. Ici, on l'a trouvé plutôt joli, Lily de Pierre Perret. Et comme vous me le disiez d'ailleurs juste avant que l'on commence cette session, il est effectivement différent des précédents. Alors, chaque roman est différent d'un autre, mais celui-ci, j'ai trouvé qu'il était un tout petit peu moins axé sur le pur suspense que d'habitude, bien qu'il y en ait beaucoup, rassurez-vous, mais au profit d'une dimension sur les trafics, sur les migrations, sur la Provence et la région de Marseille, où cela se passe plus dense, m'a-t-il semblé, que le cadre géographique et les thèmes des précédents romans. Tout d'abord, première question, alors elle est extrêmement simple, je disais Provence, région de Marseille, etc. Quand on sait que vous êtes de la Normandie, que nombreux de vos autres romans s'y sont passés ou y prenaient origine, pourquoi la Provence, pourquoi la région de Marseille, de l'étang de Berre, etc. Ça s'est fait assez naturellement, c'est-à-dire que j'ai d'abord eu l'idée de l'histoire, de l'intrigue, du suspense, et puis cette idée m'a amené à traiter le thème des migrants, et donc mon héroïne Leili qui était une migrante qui venait du Mali, donc tout ça s'organisait, et fort logiquement mon roman ne pouvait se passer que sur les rives de la Méditerranée, puisque si on parle des migrants, évidemment c'est avant tout les relations nord-sud, et donc forcément il y avait, symboliquement, il fallait que mon héroïne habite face à la Méditerranée et avec l'Afrique en face, puisque une grande partie du roman, évidemment, raconte sa vie et son parcours de l'Afrique à la France. Donc voilà, donc après, j'ai cherché sur les rives de la Méditerranée où je pouvais trouver un endroit assez symbolique, et j'ai trouvé ce lotissement, cette zone des Aigues Douces à Port-de-Bouc, qui correspondait vraiment à ce que je voulais, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans une zone ultra sensible, d'une part, et avec une vue imprenable sur la Méditerranée, donc une sorte d'enclave assez particulière. Et vraiment, tout de suite, je me suis dit, voilà, mon roman se passera là. Alors, il y a des migrants, évidemment, aussi en Normandie, en particulier... Oui, puis ça répète le Nord-Pas-de-Calais, où aussi oui. on est là, au nombre de romans qui sortent actuellement. Bien sûr, ça pouvait être évidemment sur Calais, mais même en Normandie, ou à Havre, ou à Dieppe, ou à Ouistreham, il y a aussi des migrants qui tentent de s'embarquer dans les ferries pour l'Angleterre. Mais mon propos, c'était quand même vraiment symboliquement le propos de la Méditerranée comme frontière et de la relation entre notamment des héros qui viennent de l'Afrique noire et la France. Donc évidemment, le thème des migrants peut être prêté de plein d'endroits, de plein de frontières différentes. Mais voilà, tout de suite, il y avait cette idée notamment de mêler une tradition orale de l'Afrique avec mon récit. Et puis aussi, symboliquement, on sait bien que la frontière de la Méditerranée, c'est la plus meurtrière, c'est la plus difficile à traverser, alors que celle de la jungle de Calais, c'est un petit peu autre chose. C'est-à-dire que elle est évidemment difficile à traverser, mais on n'a pas eu, comme on a eu ce que je décris, c'est-à-dire parfois 400 migrants qui tentent de passer, de passer une frontière barbelée à Melilla ou à Gibraltar, etc. Donc il y avait aussi ce récit, et puis la traversée du désert. Enfin, il y avait évidemment beaucoup de choses que je voulais mettre dans mon récit. Et donc c'est un peu différent évidemment d'une plongée comme le feu Olivier Norek par exemple dans la jungle de Calais. Voilà, je voulais qu'il y ait aussi un itinéraire. Voilà, il y avait cette trajectoire de vie. Moi j'aime bien aussi des romans où on est à la fois dans le thriller assez rapide et puis dans des trajectoires de vie un peu plus longues. Et j'avais vraiment envie de raconter le destin de Leili, de sa naissance à Ségou sur les bords du Niger jusqu'à son arrivée en France. Et pour ça, il y avait une symbolique du parcours à travers le désert, le Maroc, son arrivée en France et la Méditerranée, voilà, avait ce rapport-là. C'est une question toute bête, mais vous qui avez encore une fois ancré vos récits ailleurs, et ici celui-là il est vraiment ancré dans la trajectoire des migrants, de Leili, de ses enfants, etc., des trafics qui se passent dans la région. On est vraiment plus autour de l'étang de Berre, on est dans la région de Marignane, qui est un autre endroit un peu moins bleu de la Provence, puisque c'est la Provence industrielle. Quel a été votre travail de terrain, justement
s'il y en a eu un, pour aller justement, parce qu'on sent qu'ils sont bien incarnés, bien décrits, bien campés, ces lieux, ces décors. Oui, comme toujours, je suis géographe, donc il y a toujours un travail d'incarnation des personnages, mais avant tout, dans un lieu, mais avant tout, moi, ce que je recherche dans un lieu, c'est un côté très symbolique, c'est-à-dire des lieux qui eux-mêmes présentent des paradoxes. Et donc ce lieu-là, qui était la zone de Port-de-Bouc, ce qui m'intéressait, c'est qu'on pouvait passer en quelques centaines de mètres d'une zone sensible face à la Méditerranée à une petite plage méditerranéenne. Et puis on est très près de Martigues, avec qui est plutôt un lieu plus, port. Voilà, son port, etc. Donc coloré. Et puis évidemment, si on va vers Marseille, on va être dans cette métropole avec ces contrastes sociaux. Donc voilà, ce qui m'intéressait, c'était ces contrastes-là. Et donc évidemment, je suis allé à Port-de-Bouc, j'ai pris des photos, j'ai regardé comment c'était assez précisément. Mais il y a un côté parabole aussi dans ce roman, et donc il fallait que ce lieu soit symbolique de tous les lieux possibles où des migrants vont arriver et en termes de communauté se regrouper avec une forme de solidarité. Et puis on ne peut pas évidemment tout dire pour ceux qui n'ont pas lu le roman, mais j'ai quand même construit ce roman avant tout aussi comme un roman à twist, à rebondissement, enfin voilà, avec une construction qui amène à un message entre guillemets lié à ce rebondissement. Et donc j'avais aussi besoin de lieux qui soient des lieux ordinaires, donc dont un hôtel Ibis, dont un Starbucks, etc. Parce que ça disait aussi des choses de ce monde et de cette métropole. Donc très vite, il y a des lieux qui sont réels de Port-de-Bouc, mais aussi beaucoup de lieux qui sont inventés pour les besoins tout simplement de l'histoire. Et voilà, quelqu'un qui habiterait Port-de-Bouc, par exemple, pourrait s'étonner de trouver des choses qui existent et d'autres non. Mais j'ai aucun problème avec l'idée de déformer la réalité dans le cadre de mes romans. Vous accentuez sur la construction, 4 jours, 3 nuits, en gros autour de cette fameuse Leili du livre, qui est une mère qui a des choses à cacher à ses enfants, donc au lecteur. C'est précisément ça qu'il faut trouver, et il n'y aura pas trop de tout le roman pour le découvrir, puisqu'il y a aussi ce qu'elle se cache à elle-même, et elle va rencontrer des personnages masculins qui vont la forcer ou l'amener justement à s'avouer ça à elle-même, à faire tomber les propres murs dans son propre passé. C'est pas forcément si clair les raisons pour lesquelles elle est venue, et comment est-ce qu'elle avait réussi à le cacher à ses enfants, donc au lecteur. 4 jours, 3 nuits, comment s'est passé s'est construit justement cet espace-temps si resserré? Alors, au départ, c'était pas forcément aussi calculé que ça. Et puis très rapidement, je me suis aperçu que quand j'écrivais mon roman, il était assez bien découpé, équilibré entre le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient la nuit. Et donc, quelque part, j'ai joué, mais aussi dans la mise en scène, après, avec en illustrant les scènes de nuit et les scènes de jour un petit peu différemment. Et voilà, il y avait cet équilibre-là qui se posait. Et puis, comme c'est aussi un récit, comme souvent dans mes livres, puzzle, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnages et on va suivre en parallèle non seulement l'histoire de Leili, mais l'histoire de chacun de ses 3 enfants, et puis d'une enquête de police en plus en parallèle, et le récit de Leili. Donc voilà, donc c'est effectivement, il y avait 4, 5, 6 histoires en parallèle, évidemment, qui tous se relient. Il y avait besoin d'un minutage relativement précis, de manière à ce que le lecteur se perde le moins possible et qu'on comprenne comment ces différents acteurs interviennent et à quel moment, évidemment, les choses se déroulent chronologiquement pour comprendre ça. Donc voilà, donc ça a joué aussi sur le minutage et la dimension finalement très resserrée du récit, puisque c'est un peu un truc... Vous avez besoin, à mon avis, d'une unité de temps peut-être plus précise quand vous avez comme ça beaucoup plus de personnages et un récit qui peut être plus éclaté. Le repère, c'est, à mon sens, dans ce cas-là, la chronologie. Et du coup, on peut un petit peu suivre les choses sans avoir besoin de prendre des notes en permanence. Parce que c'est pas forcément très agréable de lire un roman en prenant des notes en même temps. Donc, je pense qu'on arrive à le lire de façon fluide et à suivre effectivement les trajectoires des différents personnages. Et puis évidemment, il y a toujours une part, comme vous l'avez dit, une part cachée dans le roman,
Et donc, cette unité de temps permet aussi de se poser des questions, j'espère. Le lecteur se dit à des moments donnés, mais il y a des trucs qui ne tournent pas rond. Ai-je bien lu? Est-ce possible? Etc. Et donc, c'est aussi ces questionnements qui, je pense, poussent à la lecture et amènent évidemment à un intérêt supplémentaire par rapport à une trame policière, puisqu'on attend forcément la révélation d'un secret, de faux semblants. Donc voilà, donc il y a parfois des petits décalages qui intriguent, mais qui évidemment trouvent tous leur explication à un moment donné. Vous parliez de l'intrigue policière. C'est donc ce fameux commandant Petar Velika qui prend donc l'affaire dont on vous en dira très peu pour que vous la découvriez, parce que c'est ce qui met donc en perspective l'enquête que devra faire Leili sur elle-même. Ce Petar Velika, c'est un commandant. Alors lui, il a fui la Yougoslavie de Tito, donc à l'époque où c'était encore la Yougoslavie. Donc celles et ceux qui sont nés après 1991 doivent savoir qu'il y avait un pays qui s'appelait la Yougoslavie. Il a fui la Yougoslavie de Tito, etc. Il fallait que, en face de Leili, vous mettiez un personnage qui lui aussi a été quelque part un migrant, justement. Disons qu'en tout cas, je voulais que tous mes personnages aient quand même un rapport avec la migration, et donc que ce soit effectivement Petar Velika ou Julo Flores, son adjoint, dont on se dit qu'il a un prénom un peu ibérique, ou Ruben Liberos, qui est le gardien le patron de l'hôtel dans lequel Leili fait les ménages. Donc il y avait quand même cette idée que chacun a quand même une trajectoire, et que cette trajectoire, elle n'est pas forcément seulement ancrée en France, comme d'ailleurs beaucoup d'entre nous. Voilà, quand on prend nos trajectoires, souvent on n'a pas des trajectoires qui sont toutes franco-françaises. Et donc oui, ça faisait partie de ce jeu-là, qui évidemment, dans le rapport qu'on a au regard sur l'immigration, il est forcément aussi lié à la trajectoire de nos parents, de nos grands-parents, du nom qu'on porte, et tout ça influence. C'est vrai. Après, il y avait aussi un autre truc purement, de roman. C'est-à-dire, quand j'ai cherché un roman, comme moi, j'ai pas de flic récurrent, je suis obligé à chaque nouveau roman d'inventer un ou des nouveaux flics, parfois un nouveau couple de flics. Et c'est épuisant. J'envie ceux qui ont des héros récurrents, comme ça ils sont tranquilles. Et donc à chaque fois il faut quand même que un flic est quand même caractérisé par son enquête. Et après il faut lui donner des trucs en plus dont on va très peu savoir. Évidemment, mes policiers, on sait très peu avec qui ils vivent, ce qu'ils font en dehors de l'enquête. Ce qu'un récurrent va faire beaucoup, parce qu'on s'en fiche, ils sont là pour faire avancer l'enquête. Ce ne sont jamais que des personnages secondaires, c'est pas d'eux dont on va parler de la vie. Et donc, il fallait très vite qu'ils soient caractérisés, mes flics. Et donc, j'aime bien souvent essayer d'avoir des personnages qui ont des prénoms un peu originaux. Et quand je vais tomber sur ce prénom Pétard, ça m'a, entre guillemets, amusé. Ça correspondait bien à ce profil de flic que je voulais, qui était un flic dont on ne sait pas trop à quoi il joue, mais qui évidemment a un passé un peu dur, et qui du coup regarde ces questions de migrants avec un certain recul, dans le sens où ça l'émeut pas plus que ça, puisque à la limite on se dit qu'il a vu pire, ou il en a vu tellement que voilà, finalement il n'est pas tellement dans l'empathie, alors que son adjoint, lui, l'est beaucoup plus. Et donc voilà, donc ce passé croate et ce prénom, voilà, il y avait un lien entre à la fois un prénom que je trouvais facilement mémorisable, et puis voilà, cette idée que lui-même avait un rapport un peu dur à cette question des migrants. Vous disiez, j'envie ceux qui ont des personnages récurrents ou des flics récurrents, mais si vous les enviez, pourquoi est-ce que vous ne créez pas un personnage récurrent? Parce que vraiment, ça ne correspondrait pas à ce que j'aime faire, peut-être même ce que les lecteurs aiment que j'écrive. Parce qu'un récurrent, forcément, déjà, il n'y a pas toujours de policiers dans mes romans. À la limite, là, il y a des policiers, mais ils ont un rôle qui est sans être secondaire, qui n'est pas premier. Et puis là, mes flics, ils sont liés vraiment à l'histoire, et ils ne pourraient pas revenir dans une autre histoire. Ça serait strictement impossible. Donc voilà, donc ça ne marcherait pas. Et puis moi, quand je construis une histoire, je pars toujours d'une intrigue qui fonctionne en soi, et jamais de me dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait arriver de plus à un personnage que je connais déjà. Je ne sais pas fonctionner comme ça, j'ai essayé un peu de le faire, et ça ne marchait pas. Donc voilà, donc du coup, je pars toujours d'un truc qui peut sembler
Enfin, parce que par exemple, là, je signe beaucoup de livres et je vois bien ce que me disent les gens. Je leur dis, on vient prendre le dernier livre. Je leur dis, j'espère qu'il va vous plaire. On vous fait confiance, vous inquiétez pas. De toute façon, ce qu'on aime, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va lire, mais voilà, on fait confiance. Et je pense que mes lecteurs, quelque part, ont envie, parce qu'ils ont pris l'habitude de ne pas savoir où ça se passera, de ne pas savoir vraiment de quoi ça parlera. Mais bon, qui est les ingrédients du suspense, etc., qui vont retrouver. Mais à part ça, voilà. Donc du coup, si j'avais un récurrent, je pense que Je pense qu'il vous suivrait aussi si vous avez un récurrent. Et... Ouais, mais je ne pourrais pas faire ce que je fais. C'est-à-dire que là, typiquement, on le sait bien, quand je prends les lectures de retour, il y a le thème des migrants, et puis il y a l'idée, on s'est encore fait avoir, c'est un bluff, on n'a rien vu, on a envie de reprendre le bouquin, la page 1, pour voir où est-ce qu'on n'a pas compris, etc. Et c'est vrai que ça, si vous avez un récurrent, c'est beaucoup plus difficile à faire parce qu'évidemment, vous avez une grande partie qui est une figure imposée qui consiste à faire avancer votre ou vos personnages principaux. Alors que là, je suis complètement en figure libre où de la première ligne à la dernière, je fais ce que je veux. Et voilà, et ça, c'est vrai que je n'aime pas trop écrire sous cette contrainte-là. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est je pense que je saurais tout simplement pas le faire. Je m'ennuierais. Déjà, quand je lis un récurrent et qu'on commence à me représenter le personnage en me disant Monsieur Maigret était commissaire au machin, je dis bon, ça c'est bon, je le sais déjà, et je me dis qu'est-ce que ça devait être ennuyeux d'être obligé de rappeler à chaque fois les trucs qu'on a déjà dit 20 fois. Donc voilà, donc je me dis c'est vraiment très pénible qu'on est obligé pour le lecteur qui n'aurait pas lu tous les volumes précédents pour lui donner quand même un minimum de repères. Mais alors du coup, quel est votre rapport à vos personnages une fois que vous avez fini d'écrire le livre? Parce que là, quand même, la question se pose. Ils et elles sont très forts. Lélie Mâle, qui est donc cette mère. Bambi, sa jeune et très belle fille de 21 ans. Tidiane et Alpha, ses deux enfants. Ce sont des personnages marquants. Le lecteur s'y attache forcément, y compris après la lecture. Mais et l'auteur alors? Et Michel Bussy, comment est-ce que lui s'y attache ou pas, justement, une fois que le roman il est fini? Je pense j'espère que le lecteur s'y attache plus que moi, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a toujours, quand moi j'écris mes histoires, un moment où j'invente mes personnages dans ma tête, en même temps que l'histoire, et donc forcément ces personnages ils s'incarnent progressivement, donc évidemment j'ai beaucoup d'empathie pour eux, etc. Mais il y a toujours un côté où moi je sais en permanence ce qui va leur arriver. Je sais très bien, et ça ne bougera pas, ce qui va arriver à Lélie. Et d'ailleurs, les premiers chapitres amènent ce qui arrivera au dernier chapitre. Ça, tout ça est très clair dans ma tête et ne bouge pratiquement pas. Donc ça veut dire que je sais déjà à quel moment donné je vais les abandonner et où je vais les abandonner. Parfois, je leur fais pas de cadeau non plus. Donc quelque part, à la fois, j'ai beaucoup d'empathie pour eux, mais il n'y a pas ce côté que doit avoir le lecteur à tout prix, de dire le coup au cœur en se disant oh, voilà, soit je l'ai tué, soit je l'ai laissé en plan, soit je l'ai fait vieillir, soit voilà. Et donc c'est pour ça que j'espère vraiment que le lecteur a beaucoup plus d'émotion que moi, parce qu'à un moment donné, je suis un peu le marionnettiste quand même, quoi, celui qui va leur donner des coups et qui, en plus, connaît l'envers du décor, connaît voilà je pense par exemple qu'un lecteur, quand un roman est bien fait, il va vraiment imaginer beaucoup plus de choses sur le personnage que ce qu'il y a dans le roman. Il va imaginer un visage, il va imaginer toute une série de relations, alors que quand on est écrivain, il y a un vrai côté trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'on dit des choses sur les personnages, mais tout ce qu'on ne dit pas, l'écrivain ne le connaît pas forcément. Moi, tout ce que je ne dis pas sur Lélie, je ne sais pas, par exemple, je ne sais pas quelle est la pointure de ses chaussures, j'en sais rien. Et peut-être que le lecteur, lui, va l'imaginer. Donc, quelque part, je ne suis pas persuadé que... je pense même que les lecteurs s'approprient les personnages, alors que moi, je les ai construits. Et donc, ça reste pour moi des personnages réellement de fiction. Et d'ailleurs, quand j'écris les derniers passages, l'épilogue de ce roman, qui dit un peu ce qui va arriver à chacun de mes personnages, à la fois, c'est vraiment les scènes qu'on a beaucoup d'émotions à écrire, parce que forcément, on nomme le destin de ces personnages, mais d'un autre côté, on est aussi fier de l'effet qu'on va produire sur le lecteur. Et on se dit, waouh, là,
tel que je l'écris, le lecteur, a priori, il va ressentir quelque chose. Mais comme on travaille énormément pour choisir le mot qui va permettre de générer cette émotion, pour moi, en tout cas, je ne suis plus dans l'émotion par rapport au personnage. Je suis comment je vais pouvoir rendre avec des mots une émotion très forte de ce qui arrive à mon personnage, par exemple à la fin. Et du coup, forcément, ça casse un peu la propre émotion que j'aurais moi, puisque je dis ah non, tel mot, ça va pas, c'est pas assez fort. Ah, ça va. On retourne la phrase, on l'a tournée 20 fois, donc forcément, à un moment donné, la technique prend le pas sur l'émotion. Mais c'est un peu comme quand je étais sur quelques tournages de cinéma, où on est super ému quand on voit un film de cinéma. Et puis quand on voit la scène et qu'on dit qu'on va sur le tournage et que la scène a été tournée 40 fois, bon, bah, au bout de la 38e, je ne suis pas sûr que l'émotion elle soit aussi... c'est la technique qui va... Voilà. Et par contre, ce qui est très bluffant, c'est qu'après, quand on se relit, il faut que cette émotion, elle revienne. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien bossé et qu'on revient, effectivement, on se dit, oui, là, ouais, je pense que c'est cohérent par rapport avec son personnage et voilà, faut un peu avoir la chair de poule quand on se relit, enfin quelque chose comme ça. Sinon, on se dit qu'on a peut-être raté quelque chose. Mais c'est ça que je veux comprendre, c'est que c'est pas facile parce que quand on est sur les personnages, on est en permanence en train de les travailler, de les modeler et de changer des choses, quoi. Donc, voilà. Enfin, moi, je crois pas. J'admire les personnages, les romanciers qui, comme ça, auraient des doubles de fiction complets et qui seraient capables pratiquement d'être hantés par les personnages. Et du coup, ça veut dire qu'ils écriraient de façon fluide, sans se poser de questions quasiment. Alors que, voilà, quand vous décrivez un personnage, rien de plus dur, quoi, de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais dire sur ce personnage ? Qu'est-ce que je vais dire ? Ses yeux, ses cheveux, sa taille, vous ne pouvez pas tout dire, vous êtes obligé de choisir, et du coup, ça devient, de ce personnage que vous aviez, quelque chose qui devient finalement quelque chose qui est très, très technique. C'est la réponse la plus longue que vous ayez eue, donc c'est quand même bien qu'il y ait un rapport très profond, très sympathique, très affectif aussi entre vous et vos personnages. Oui, c'est très compliqué parce qu'il y a à la fois avoir une énorme empathie pour ces personnages et à la fois on les construit et donc ce ne sont pas des personnages réels et en plus, comment dire, je pense que c'est un des trucs qui est des plus durs, c'est-à-dire de rendre... Je suis même persuadé que si on a beaucoup d'empathie pour les personnages et qu'on veut transmettre cette empathie au lecteur pour les personnages, eh bien, on est obligé d'être extrêmement pudique et de laisser le lecteur faire énormément de travail et de surtout pas en dire que plus on est omniscient et de dire voilà, mon personnage est sympathique, etc., plus le lecteur va être à distance. Et ce qui est très difficile, c'est d'arriver à ce que le lecteur s'approprie le personnage par ce qu'il fait, par ses actions, par un dialogue, par un clin d'œil. Et voilà, parce que si vous dites tel personnage, il est super séduisant et vous n'arrêtez pas de le faire, on ne va pas croire qu'il est séduisant. Donc il faut le rendre séduisant sans le dire. Et du coup, c'est là qu'intervient la différence entre ce que vous avez dans la tête et ce que vous allez écrire. Et du coup, à un moment donné, vous êtes obligé de vous dites, pour moi en tout cas, de se distancer du personnage pour être une sorte de, je sais pas, c'est un dieu de marionnettiste qui va essayer de traduire ça, quoi. Quelles sont vos petites manies ? Est-ce que vous relisez à voix haute pour voir si ça marche bien ou si des dialogues sonnent bien ? Est-ce que vous avez des petites caractéristiques comme ça dans la petite cuisine Bussy ? Non, je me relis pas à voix haute, mais c'est tout comme parce que je me relis beaucoup. Effectivement, la musicalité, le rythme des mots, etc. est évidemment quelque chose qu'on retravaille beaucoup. Mais je vais pas jusqu'à acclamer mon texte. Par contre, il y a vraiment... Ma façon de travailler, c'est vraiment une façon très itérative, c'est-à-dire c'est de revenir beaucoup sur les textes et de les laisser en plan et de revenir et d'améliorer jusqu'à ce que ça me convienne. Et c'est vrai que c'est assez... voilà, je suis en train d'écrire le prochain et c'est vrai que j'ai un chapitre sur lequel je bloque, mais ça fait peut-être la 10e fois que je suis dessus et à chaque fois je laisse, je le reprends. Quand je le laisse, j'ai l'impression que c'est pas mal. Puis quand je le relis, je me dis non, ça va pas. Et donc on remodifie, mais par quoi ? C'est une virgule, c'est un point, c'est un adjectif, c'est une phrase courte qu'on met à la ligne. Puis on se dit bon, c'est peut-être mieux comme ça. On laisse reposer, on relit.
Et non, ça va toujours pas, c'était mieux avant. Enfin, voilà. Donc c'est une espèce de jeu comme ça qui est passionnant, hein, mais qui du coup, alors c'est vrai que c'est pas la lecture à haute voix, mais il y a vraiment ce recul, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit plus. On a l'impression que c'est bien, ok, et puis voilà, comme je le disais, le lendemain, on se relit et non, ça passe pas, quoi. Alors, il s'avère que quel que soit le lieu où se passent vos livres, quels que soient les personnages, qu'il y ait des flics ou pas des flics, il y a quand même 2 points communs à chaque fois. C'est la question d'un personnage qui ne sait pas tout sur son identité, hein, sur sa mère, sur son identité, sur ses enfants. Et puis, il y a toujours du suspense. Qu'est-ce qui fait que c'est vers ce genre d'histoire-là, justement, que vous ayez systématiquement? Est-ce que vous êtes à l'aise que là-dedans, ce qui est grand, hein, c'est pas du tout péjoratif, mais au contraire, c'est bien. Qu'est-ce qui vous attire toujours vers ce genre de... Alors, sur le personnage et sur le secret, c'est peut-être une pudeur, peut-être simplement je me dis que si je me contentais, par exemple, sur le thème des migrants, prenons ça, si je m'étais contenté de faire un récit, un thriller sur le thème des migrants, et c'était pas dur, il suffit de prendre la réalité de n'importe quel destin, de n'importe quel migrant qui va risquer sa peau jusqu'à arriver en France, c'est pas dur, entre guillemets, d'inventer une histoire, hein, puisque le récit de la vie de n'importe quel migrant est déjà en soi un thriller. Bon, voilà, et je me dis que j'ai sans doute pas le talent, en tout cas, si j'avais écrit ça, je me serais pas différencié de tas d'autres auteurs qui font très bien déjà du thriller et qui sont capables d'écrire des récits coup de poing sur ce qu'on appelle du roman noir, du thriller social, etc. Et c'est vrai que moi, je me dis, non, il faut que j'arrive à faire quelque chose, alors si c'est pas en plus, mais en tout cas quelque chose d'un peu différent, qui est va y avoir ça, mais en plus, je vais mettre une histoire de secret et donc une histoire de suspense, une histoire de faux-semblant. Donc un truc qui va être très à moi et qui, j'espère, va permettre à des gens qui n'auraient peut-être pas été vers du polar plus social de se dire, tiens, on va aimer ce bouquin-là parce qu'en plus, il y a ce petit côté ludique de la résolution, du secret, de la manipulation. Et c'est vrai que moi, je me dis... comment dire, s'il n'y avait pas ça, mon roman serait finalement banal et peut-être que je serais capable de l'écrire. Mais en tout cas, j'aurais l'impression d'avoir fait pas mieux que plein d'autres gens qui le font déjà très très bien et d'ailleurs peut-être même beaucoup mieux que moi parce qu'ils ont ce côté impliqué parfois c'est des anciens flics, c'est des journalistes, côté sur le terrain, ce que j'ai pas, donc voilà. Donc voilà. Et puis après, vraiment ce qui m'amuse et ce qui me passionne fondamentalement, c'est toujours de partir d'un exercice de style et d'en faire une histoire avec de l'émotion, romanesque. Et c'est typiquement ça sur On a trouvé plus joli. Je suis parti d'un exercice de style, c'est-à-dire d'une idée d'histoire, d'une idée de narration qui était, je pense, originale. En tout cas, je ne pense pas que ça ait déjà été fait, cette résolution-là. Et après, j'ai tout construit autour. Mais avant tout, j'avais besoin de ça pour me dire... Il y a ça en plus, on trouvera ça dans mon roman. Voilà. Et voilà, parce que c'est peut-être une trouille de me dire de juste se contenter de personnages, d'un style, etc. Et voilà. Et puis peut-être aussi simplement parce que j'adore ça et que ça a marché quand je l'ai fait. Et puis peut-être que j'ai un cerveau qui fonctionne comme ça et qui arrive à lier, on dit, une espèce de secret de famille, de suspense, de whodunit, avec une intrigue plus sociale et des personnages, quoi. Bon, puis a priori, les lecteurs ont tendance à bien aimer. Donc, ce qui est bien, c'est aussi qu'il y ait un panel d'écrivains, notamment dans le policier, qui proposent des choses relativement différentes et du coup qui s'engouffrent pas dans une espèce de reproduction à chaque fois. On essaie de se copier les uns les autres. Voilà, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui me copient, entre guillemets. J'ai pas l'impression de copier non plus grand monde. Donc voilà, après, chaque lecteur fait son petit marché. Eh bien, c'est sur cette fin ouverte, ma foi, et vous invitez donc à aller trouver l'auteur sur son stand, donc le stand en l'occurrence des éditions Presse de la Cité, pour On la trouvait plutôt jolie, de Michel Bussy. Vous êtes là jusqu'à demain soir Non, je pars demain matin. Ouais. Voilà, donc vous l'avez plus c'est jusqu'à ce soir, mais je suis là jusqu'à ce soir, minuit, je crois. Voilà, donc vous savez où aller. Merci à vous, mesdames et messieurs, merci Michel Bussy, merci à Corrèze TV.